là-dessus. Quelles seront les conséquences? C'est un autre problème. Mais pour le gouvernement ce soir, c'est un échec. La séance est ouverte. Sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à Madame la Première ministre. Je vous remercie. Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte de bien vouloir cesser immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à Madame la Première ministre. Madame, s'il vous plaît. Et on est en direct évidemment à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet vient d'ouvrir la séance et vous entendez tous ces députés à la gauche de l'hémicycle, députés de la NUPES qui brandissent ces pancartes. 64 ans, c'est non, qui ont entonné la Marseillaise. Elle essaye, Madame Braun-Pivet, de ramener le calme pour que la Première ministre Elisabeth Borne puisse s'exprimer. Elle va donc déclencher le 49.3. Vous la voyez, elle est à la tribune. Elle attend de pouvoir prendre la parole. Suspension de séance. Allez, la deuxième pour 10 minutes, c'est ça qu'elle a dit? 2 minutes. 2 minutes de suspension de séance. Quel scénario? Mais alors, quel scénario, Adrien Gindre? C'est incroyable ce qui se passe là depuis ce matin. Alors oui, mais j'ai un peu envie de vous dire quand même tout ça pour ça. C'est-à-dire que si on rembobine jusqu'à dimanche dernier, on pouvait se dire légitimement, il y a quand même un risque de 49.3 sur cette réforme. Et à la limite, dimanche dernier, c'était déjà entendable, puisque les LR étaient déjà dans une forme d'ambiguïté et qu'on savait très bien que le comptage était difficile. Le gouvernement a choisi une stratégie de communication depuis dimanche, qui est de dire, on fait tout pour aller au vote. C'était aussi une manière de mettre la pression, 1, sur sa propre majorité, puisque certains députés laissaient une ambiguïté planer, 2, sur les Républicains. Ça avait une vertu, c'est que ça a pu avoir une vertu mobilisatrice. Ça a un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, ça fait apparaître le gouvernement comme en échec. Certes, il a tout tenté, certes, il a essayé, certes, il a tâché de convaincre, mais il n'a quand même pas réussi à y parvenir. Donc, cet après-midi, finalement, c'est la fin d'une période difficile pour le gouvernement, mais c'est le début d'une autre période difficile, d'une autre nature. Alors voilà, parce qu'on va peut-être expliquer pour tous ceux de nos téléspectateurs qui ne sont pas des professionnels du droit constitutionnel, mais ce qui se passe maintenant, Patrice Duhamel, elle va donc déclencher le 49.3, donc elle demande la confiance de son gouvernement, enfin comment on dit ? Elle engage, je cherchais le mot, la responsabilité du gouvernement, et puis ensuite il se passe quoi ? D'abord, symboliquement, c'est le 100e 49.3 depuis le début de la Ve République. Voilà, donc on se souviendra à la fois de cet événement et de ce chiffre. C'est sûr. Absolument. Eh bien, il va y avoir un dépôt de motion de censure, on l'évoquait il y a un instant, et le problème étant de savoir
qui la déposera. Est-ce que ce sera les Insoumis? Est-ce que ce sera le Rassemblement national? Ou plus vraisemblablement le groupe central, dont on ne peut pas dire que c'est un groupe charnière d'ailleurs, mais voilà. Ça doit être fait dans les 24 heures. Un groupe technique, le groupe Lyot, qui a l'avantage de ne pas être trop politisé, qui rassemble déjà des intérêts. Et si c'est ce groupe qui dépose la motion de censure avec comme porte-parole et leader un député qui est élu depuis une bonne trentaine d'années, Charles de Courson, qui d'ailleurs a une très bonne image dans l'Assemblée nationale. Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, en engageant la responsabilité de son gouvernement le 15 novembre 1990, lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui, je les fais miens, et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur les échappées personnelles qui peuvent faire oublier à certains les positions qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Mesdames et messieurs les députés, ce que je veux retenir de ces derniers mois, c'est que nous avons mené depuis l'automne dernier, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, une concertation dense avec les organisations syndicales, patronales et les groupes parlementaires. Ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est que nous nous sommes donné les moyens de la discussion et que vous avez passé plus de temps de débat sur cette réforme des retraites que sur chacune des deux précédentes. Ce que je retiens, c'est l'engagement que j'ai pris devant vous lors de ma déclaration de politique générale et lors de la présentation du projet du gouvernement pour les retraites, toujours rechercher des compromis. Le temps passé à dialoguer avec les partenaires sociaux et les parlementaires qui étaient attachés, comme nous, à garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée, mais toujours équilibrée. Hier, la commission mixte paritaire, cœur même de la co-construction parlementaire, composée de députés et de sénateurs de toutes les sensibilités et où les soutiens du gouvernement ne sont pas majoritaires, a construit un compromis. Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement.
Ce compromis, je n'en partageais pas tous les points, mais c'est le vôtre, enrichi de propositions de la majorité et des oppositions des deux assemblées et adopté au Sénat ce matin. Et le texte du Parlement, que contient-il ? Ça n'est pas un compromis tiède, au contraire. Ce sont des avancées pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour celles et ceux qui ont des métiers difficiles, pour revaloriser les pensions des femmes et mieux prendre en compte leur carrière, ou encore pour augmenter les petites pensions. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er de notre règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée avant demain 15h20 et votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est levée. Et voilà, ça aura duré 21 minutes en tout, non un peu moins d'ailleurs parce que le gouvernement est arrivé en retard. 49.3 déclenché sous les huées avec des Marseillaises tout du long de la prise de parole d'Elisabeth Borne, la Marseillaise par les députés de la NUPES à la gauche de l'hémicycle. On a vu une première ministre extrêmement fâchée, hein, Julien. Oui, fâchée, même peut-être encore plus sans qu'elle le transmette comme ça, mais on la sentait, oui, extrêmement remontée. Elle a insisté plusieurs fois. C'était le texte. Ému aussi, oui, parce que c'était le texte du Parlement. Ces heures passées à essayer de trouver un compromis. Elle a ciblé les cris qui étaient dans l'hémicycle, à la fois le Rassemblement national et les oppositions de la NUPES. D'ailleurs, petit symbole, j'allais dire, c'est Léonard Attal qui est présent sur place pour TF1 LCI. Jean-Luc Mélenchon était à l'Assemblée en train de regarder ce qui se passait. Il est venu pour voir la séance se dérouler. Diriger la séance, vous voulez dire. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Ce sont eux qui brandissaient les pancartes 64 ans, c'est non, qui ont chanté la Marseillaise tout au long du discours. Là, oui, c'est une épreuve qu'elle a vécue, là, Elisabeth Borne, en prononçant On écoute Fabien Roussel, pardonnez-moi, évidemment ça va succéder. Hein. La Première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons.
Et aujourd'hui, la suite, c'est le RIP, le référendum que nous allons déposer, défendre. Et pendant les 9 mois qui vont suivre, pour obtenir ces 4 millions de signatures, cette réforme devra être suspendue. Et donc nous avons encore l'espoir de l'emporter, de faire respecter le monde du travail et de créer les conditions que cette réforme ne soit jamais mise en application en rendant le pouvoir au peuple. Et en attendant, vous déposerez une motion de défiance, de censure? Mais la motion de censure est prête. Nous créerons toutes les conditions pour qu'elle reçoive le plus de soutien possible. Nous souhaitons qu'elle puisse être défendue par le groupe Lyot. Qu'elle reçoive le plus de soutien pour notre part, nous la soutiendrons. Merci à vous. Là, c'est un changement stratégique important, parce que le fait qu'il demande que ce soit Lyot, ce groupe informel, formel, qui la porte, veut dire qu'il souhaite le même vote des députés du Rassemblement national. C'est très clair. Là pour la première fois, on a déjà franchi plein de pas dans cette affaire des retraites, mais là, sur le plan politique, c'est un moment absolument capital. Il en appelle, le leader des communistes en appelle à une motion de censure que la gauche voterait et que le RN voterait. C'est le bras de fer, on est vraiment dans la confrontation directe là. On a le président qui fait le 49-3, y compris même alors que sa majorité, dans le fond, on n'en avait pas envie. Et on a l'opposition qui s'allie. Alors jusqu'à quel niveau et combien et comment, et tout va reposer de nouveau sur les Républicains, sur le groupe Les LR. Parce que si ceux qui auraient pu voter contre la loi votent aussi la censure, tout ça va être assez compliqué. Il en faut une quarantaine. Sur 62. Oui, donc il est possible 62. Que ce ne soit pas possible. Enfin, il est possible que ça ne le fasse pas. Enfin bon, il y a une incertitude nouvelle qui est que pour la première fois, peut-être tout le monde est en capacité de voter cette censure. Il y a quelque chose qui me paraît important aussi, c'est... Moi, je me souviens... très jeune journaliste. Je couperai la parole quand elle commence. Oui, j'étais à l'Assemblée quand Rocard a fait jouer le 49-3 sur la CSG. C'était très calme, personne n'a remis en cause. Pardon. Étonné, puisque clairement, les dernières heures démontraient qu'il n'avait pas de majorité. Donc il n'y a pas de majorité sur ce texte. C'est-à-dire que ce texte passe sans majorité. Et ce ne sont pas seulement les voix de la majorité qui manquent. C'est la majorité de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité des représentants du peuple français qui sont opposés à cette réforme des retraites, comme il y a une majorité de Français opposés à cette réforme des retraites. Donc c'est vrai qu'on peut se poser véritablement des questions sur le fonctionnement de notre démocratie dans une circonstance telle que celle-là. C'est-à-dire quand le texte ne peut pas réunir une majorité parce qu'il est rejeté par une majorité de Français, il ne devrait jamais voir le jour. Alors nous allons évidemment déposer une motion de censure. Il faut censurer ce gouvernement. Et nous espérons que ceux qui s'apprêtaient à voter contre cette réforme de retraite voteront cette motion de censure. En ce qui nous concerne, nous déposerons une motion et nous voterons, comme je l'ai annoncé il y a des mois déjà, l'intégralité des motions de censure qui seront déposées. Le gouvernement doit tomber pour vous aujourd'hui? Ça me paraît être une évidence. Comment est-ce que le gouvernement peut encore susciter la moindre confiance auprès des Français alors que je crois qu'il a perdu la confiance de la majorité de l'Assemblée? Et aujourd'hui, ce 49.3 utilisé donc par Elisabeth Borne, est-ce que c'est le signe d'une force du gouvernement ou d'une fragilité? Une force? Non, enfin... je ne veux pas que non plus qu'il y ait une inversion totale des valeurs. C'est un constat d'échec total du gouvernement. Et j'irai même plus loin. C'est un constat d'échec total pour Emmanuel Macron. Car c'est sa réforme. C'est lui qui l'a portée. C'était même la seule qu'il a défendue pendant la campagne présidentielle. Donc c'est son échec personnel. Mais les institutions permettent de censurer un gouvernement, pas un président de la République. Donc, comme nous sommes respectueux des institutions, eh bien, nous ferons en sorte de censurer le gouvernement. Est-ce que vous appelez les Français à aller dans la rue maintenant que tous les recours parlementaires ont été épuisés? D'abord, tous les recours parlementaires n'ont pas encore été totalement épuisés, et il y en a d'autres, mais je comprends la colère des Français. C'est-à-dire, je comprends que les Français qui sont majoritairement opposés à cette réforme, qui voient des députés majoritairement opposés à cette réforme, eh bien, soient scandalisés en l'espèce dans cette circonstance de l'utilisation du 49.3 qui apparaît pour le coup véritablement comme un coup de force démocratique. Madame Le Pen, est-ce que ce 49.3 vous étonne ou est-ce que c'était joué depuis le début? Depuis
ne sais pas, car en réalité, le gouvernement s'est leurré sur sa capacité à avoir une majorité. Moi, je me souviens encore quelques jours avoir entendu des ministres nous expliquer qu'il y avait une majorité solide sur ce texte. Or, moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de majorité sur ce texte. Donc, je n'ai pas trop de difficulté à vous le dire. Je le dis depuis le début. Je pense qu'il n'y a pas de majorité sur ce texte. Donc, ils ont fini au dernier moment par être contraints à l'utilisation de ce 49.3 parce qu'ils ne veulent pas respecter la volonté du peuple. Et la volonté, en l'occurrence, des représentants du peuple que sont les députés. Parce que dans une démocratie classique, on présente un texte. Si la majorité de l'Assemblée nationale le rejette, alors il n'y a pas de texte. Voilà, il part à la corbeille. C'est comme ça, la démocratie. Et cette utilisation au dernier moment du 49.3 est un aveu extraordinaire de faiblesse. Est-ce que ce sont les députés républicains qui ont fait pencher la balance ? C'est eux qui avaient... Non, en tout cas, c'est pas les dirigeants, les républicains, ça c'est sûr. Bon, parce qu'alors eux, ils ont fait pression sur leurs députés pour qu'ils votent pour la réforme, et un certain nombre de députés LR courageux ont résisté aux offres de contributions financières pour leur circonscription, résister au chantage, résister aux menaces d'exclusion, et on ne peut que se féliciter de cette résistance. Ils sont quelques-uns, mais quelques-uns qui démontrent aussi que c'est un aveu flagrant aujourd'hui pour les Républicains, qui ne sont plus un groupe politique, qui ne sont objectivement même plus un parti politique. Madame Le Pen, est-ce que vous estimez qu'Elisabeth Borne doit démissionner ? Oui, bien sûr. Elle ne peut pas rester. Voilà. Elle ne peut pas rester dans ces circonstances. Elle le sait d'ailleurs, puisqu'elle a elle-même indiqué qu'elle était prête à jouer les fusibles. Je pense qu'il ne reste plus que ça à faire, en effet. Il faut qu'elle parte. Le fait de rester serait considéré comme une gifle supplémentaire à l'égard du peuple français, qui en a déjà, je crois, trop reçu. Est-ce que vous craignez que la contestation sociale s'envenime dans la rue avec ce 49.3 ? Elle risque de s'envenimer, bien sûr, puisque les Français vont se dire qu'en réalité, on manœuvre la démocratie, on la contourne, on la dénature, on la pervertit. Puisque le débat a eu lieu, on a débattu sur les plateaux, je l'avais dit, il y a les manifestations, il y a le débat sur les différents plateaux dans les médias, il y a le combat à l'Assemblée nationale, et tout cela a donné une majorité contre ce texte. Et au moment où cette majorité s'apprête à s'exprimer pour rejeter ce texte, alors on dégaine le 49.3. Comment voulez-vous que les Français ne vivent pas cela comme une véritable blessure démocratique ? C'est une situation de crise aujourd'hui pour vous ? C'est une situation de crise pour vous aujourd'hui ? Je n'attends rien d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais rien attendu d'Emmanuel Macron. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vous voyez, il faudrait que je sois d'une grande naïveté. Je n'attends absolument rien d'Emmanuel Macron. Il a décidé définitivement de marquer ses 2 mandats sous le sceau de la brutalité à l'égard du peuple français, l'absence d'empathie, la négation de la recherche du bonheur pour les Français, parce que en réalité c'est cela aussi, être président de la République. Je crois qu'il n'y a plus rien à en attendre. Situation de crise politique pour vous aujourd'hui ? C'est de toute façon une situation de crise politique. De fait, en quelque sorte, c'est une crise politique, puisque la majorité du pays, la majorité de l'Assemblée nationale sont opposées à une réforme, et qu'elle est imposée par un article qui n'est pas fait pour ça d'ailleurs. En réalité, il faut quand même se souvenir de ça. Vous avez déposé une motion de censure, mais vous savez, la vôtre ne sera pas votée largement par les autres forces politiques. Est-ce que si vous voulez faire tomber le gouvernement, vous n'avez pas plutôt intérêt à faire une autre motion de censure par Lyot, par exemple, qui fait... Mais il y aura autant de motions de censure qu'il en faudra. Chaque groupe a la possibilité de déposer une motion de censure. Il y aura une discussion commune et on votera. L'important, c'est que la censure soit votée, me semble-t-il. Mais je ne suis pas comptable du sectarisme des autres groupes politiques. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas sectaire. Je vote toujours dans l'intérêt des Français, toujours. C'est ma seule boussole. Donc, quelle que soit, encore une fois, la motion de censure qui sera votée, l'important, c'est que ce gouvernement soit censuré. Et nous y participerons en déposant notre propre motion de censure. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance qu'on a vécue maintenant dans ces 6 brèves séances ?
L'ambiance. Écoutez, on a une première ministre qui n'accepte pas en réalité d'être en minorité à l'Assemblée nationale, qui dégaine un 49.3, qui fait preuve en plus de provocation dans les propos qu'elle tient. Tout cela n'est pas admissible. Voilà, la réalité c'est qu'il faut qu'elle parte. Voilà. Comme l'a très bien dit, ou écrit plutôt, Sébastien Chenu, il faut partir, madame. Merci beaucoup. De toute façon. Voilà, Marine Le Pen qui répondait notamment aux questions de Frédéric Delpech, extrêmement remontée. On l'a vu, Marie. Donc elle va déposer une motion. Elisabeth Borne doit partir, c'est ce qu'elle dit. C'est un échec personnel du président. Elle n'a pas tellement apprécié la petite phrase d'Elisabeth Borne. Elle ne l'a pas digérée, en effet, quand Elisabeth Borne, la première ministre, dit « Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme du Rassemblement national, tapis dans l'ombre des débats ». C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup donné de la voix. Finalement, là, le tapis rouge lui est déroulé pour redire finalement un argumentaire qu'elle avait déjà pu avoir. Le constat d'échec aujourd'hui, c'est celui du président de la République, et le fait que Elisabeth Borne doit partir, extrêmement dur dans ses propos. Alors, à voir maintenant la suite. Vous voyez cette mobilisation, on est à l'extérieur de l'Assemblée nationale. La suite pour ce qui concerne les syndicats, qui vont sans aucun doute se réunir une nouvelle fois. Cette intersyndicale qui tient quand même depuis de nombreuses semaines, alors qu'à l'origine ça n'était pas gagné. Ruth, vous disiez tout à l'heure, la CFDT, il s'est clairement positionné, Monsieur Berger, pour continuer la lutte. En cas de 49.3. Il avait exclu, si c'était un vote normal, de continuer. Il aurait respecté, dit-il, la légalité républicaine. Pour lui, il a dit que le 49.3 était un vice démocratique. Bon, et que donc, pour lui, la bataille continuerait. Alors, sous quelle forme? Hier soir, en recevant Philippe Martinez, c'est quand même intéressant parce que pour la première fois, plusieurs fois, Philippe Martinez a répété la CGT, la CGT. Donc, il n'est pas impossible que quand même sur les modalités, il y ait des différences, non pas d'approche ou de vision, mais sur les modalités, il y a des différences de méthode. D'ailleurs, ils ne sont pas prononcés hier. Une 9e journée de mobilisation, ils n'ont pas donné de nouvelles dates. Oui, c'est ça.